Alors, pour cette quatrième et dernière vidéo du module 7, on va voir le dernier principe des descentes de charge qui est donc un principe qui comprend les semelles. Et donc, ces semelles, en fait, elles servent à quoi? Eh bien, elles servent un petit peu comme des raquettes qu'on met à la base des pieds dans la neige. Donc, si on a le pied qui s'enfonce dans la neige, eh bien, c'est parce que la surface, donc si elle s'enfonce dans la neige avec juste le pied et elle ne s'enfonce, donc le pied ne s'enfonce pas avec la raquette à la base du pied, c'est parce que la surface à la base du pied est beaucoup plus petite que la raquette qui va donc étendre le poids sur une plus grande surface. Et donc ça c'est le principe d'une semelle. Hein, donc, si on avait juste la colonne, elle fonctionnerait vraiment comme une baguette dans du sable qui s'enfonce très facilement. Du coup, on lui met une semelle à la base pour que, eh bien, cette surface s'étende sur une plus, donc cette pression qui se fait à la base de la colonne se fasse sur une plus grande surface que s'il n'y avait pas de semelle. Et donc, ça sert vraiment comme une raquette dans la neige. Et voilà. Alors, ça veut dire en fait que, eh bien, le sol a une capacité portante. Une capacité portante qui n'est pas la même partout. Hein. Donc, on peut très bien avoir un sol où on aura plus facile ou plus difficile à s'enfoncer. Et donc, il faut vraiment s'adapter en fonction du sol pour éviter qu'il y ait soit de votre bâtiment qui s'enfonce de trop dans le sol, ou bien alors des risques de fissures dans le cas où, par exemple, on a une capacité portante du sol qui n'est pas la même sur toute la longueur du bâtiment. Et donc ça, c'est des choses auxquelles il faut faire attention pour dimensionner donc justement des bonnes fondations ou eh bien, prévoir un poids du bâtiment qui ne soit pas trop lourd. Voilà. Alors, donc nous ce qu'on a, donc, c'est cette capacité portante du sol, donc la pression. Donc une pression, c'est la même chose qu'une charge surfacique. Donc une pression que le sol provoque sur notre semelle en réponse à la pression induite par tout le reste de la structure sur le sol. Donc cette capacité portante du sol, c'est vraiment une réaction. Et donc cette capacité portante du sol, eh bien, on veut qu'elle soit plus grande ou égale, même si dans nos calculs, on mettra plutôt un égal pour calculer vraiment la limite à laquelle on peut aller. Donc la capacité portante du sol, donc cette pression qui va vers le haut, elle doit être plus grande que bien, la pression qui va vers le bas. Et cette pression qui va vers le bas, ça correspond à quoi? Eh bien, ça correspond au poids ponctuel du bâtiment sur... si la capacité portante du sol, c'est une pression, une charge surfacique, par quoi est-ce que je dois diviser mon poids ponctuel? Par une surface. Et cette surface, ça correspond à la surface qui se trouve sous la semelle. Donc surface sous la semelle. Voilà, donc ça c'est une formule qu'il faudra bien retenir. Oups. Voilà. Donc capacité portante du sol doit être plus grande que le poids ponctuel du bâtiment sur la surface sous la semelle. Donc la surface sous la semelle, on comprend bien que c'est la surface qui... Donc c'est le carré de la largeur qui se trouve là, vu que c'est une semelle carrée. Et le poids ponctuel, je vais devoir faire la descente de charge, donc la toiture qui devient une charge linéaire le long de ma poutre. Je vais devoir rajouter la charge linéaire de ma poutre. Cette charge linéaire totale se transforme en deux réactions ponctuelles qui correspondent donc au poids ponctuel de la poutre
sur les colonnes. Alors, je dois rajouter le poids ponctuel de la colonne qui s'appuie donc sur la semelle. La semelle elle-même a un poids ponctuel, donc j'additionne tous ces poids ponctuels ensemble. Et puis, eh bien, je divise ce poids ponctuel par la surface sous la semelle et ça va me donner, ça doit me donner un résultat qui est plus petit que la capacité portante du sol, sinon on s'enfonce dans le sol. Voilà. Ok, alors pour ce faire, on va commencer par la conversion d'unités. Donc les conversions. Hops. Alors, donc on nous demande de déterminer la largeur minimale de la semelle, donc la longueur X, qui se trouve ici, donc c'est une semelle carrée, en sachant que la capacité portante du sol, donc la pression qui va vers le haut, elle vaut 2 décanewtons par centimètre carré. Et on veut une largeur en centimètres. Donc ici, tous mes mètres, je vais les transformer en centimètres. Donc 300 centimètres, 600 centimètres, 500 centimètres. Voilà. Et alors ici, je vais aussi avoir des mètres que je vais devoir transformer en centimètres. Et j'ai aussi un mélange d'unités avec des décanewtons et des kilonewtons. Donc ici, le choix vous revient, en quoi vous voulez le convertir. Ici, je vais plutôt aller vers des décanewtons pour avoir des plus gros chiffres. Vous verrez au niveau de la conversion pourquoi je préfère ça. Voilà. Alors, donc ça veut dire que 6 kilonewtons par mètre carré, je veux savoir combien ça fait en décanewtons par centimètre carré. Ok, alors, hop, je fais mon petit tableau. J'ai des kilonewtons, des hectanewtons, des décanewtons, des newtons. Et j'ai aussi mon tableau avec mes mètres carrés, mes décimètres carrés, mes centimètres carrés et mes millimètres carrés. Vu que c'est des carrés, je divise mon tableau à chaque fois en deux. Ok, donc ici, 6 kilonewtons par mètre carré, c'est la même chose que 6 fois 1 kilonewton sur 1 mètre carré. Donc je veux savoir, 1 kilonewton, ça fait combien en décanewtons? Je mets 1 et je vais jusqu'à la colonne des décanewtons, ça me fait 100 décanewtons. Et pour 1 mètre carré, je mets 1 dans le tableau à droite pour mes mètres carrés. Et je veux savoir combien ça fait en centimètres carrés. Je rajoute des zéros jusqu'à arriver au centimètre carré. Et donc, je replace les valeurs que j'ai trouvées. Donc, ça fait 6 fois 100 décanewtons sur 10 000 centimètres carrés. Voilà. Et donc ici, on voit un petit peu pourquoi est-ce que j'ai voulu mettre des décanewtons plutôt que des kilonewtons. Parce que comme ça, je peux quand même simplifier quelques zéros pour ne pas avoir des chiffres qui soient beaucoup trop petits pour mon calcul. Donc ici, 6 divisé par 100, ça fait 0,06 décanewtons par centimètre carré. Ok, donc ça je convertis, 0,06 décanewtons par centimètre carré. Ok, et alors j'ai aussi besoin de convertir 2500 décanewtons par mètre cube et je dois le convertir en décanewtons par centimètre cube. Alors, le 2500, je le garde devant. Alors, le 1 décanewton, je ne dois pas le convertir, ça reste comme ça. Et ça se transforme ici sur 1 mètre cube. Donc, c'est le mètre cube que je dois convertir. Donc, mètre cube, décimètre cube, centimètre cube et millimètre cube.
Vu que c'est des cubes, je divise chaque tableau en 3. Voilà, j'ai 1 mètre cube, donc je le mets dans mon tableau ici à droite. Et je veux savoir combien ça fait en centimètres cubes. Voilà, je vais rajouter des zéros jusqu'à arriver à droite de mon tableau des centimètres cubes. Ça me fait 1 million. Ok, donc ça veut dire que c'est égal à 2500 multiplié par 1 décanewton, ça ne change pas, sur 1 million de centimètres cubes. Et ça me fait 0,0025 décanewton par centimètre cube. Voilà. Ici, normalement, je vous avais dit d'arrondir au moins à 3 chiffres derrière la virgule. Ici, il y a juste un chiffre en plus. Faites l'effort pour être le plus précis possible, donc rajouter un 4e. Voilà. C'est pas un gros effort. Voilà. Alors, donc ici, 0,0025 décanewton par centimètre cube. Voilà, donc toutes mes unités sont les mêmes, j'aurai une réponse en centimètres, donc c'est parfait. Ok, alors, deuxième étape, eh bien, je dois chercher que vaut ma toiture sur ma poutre. Donc si je refais un petit schéma, alors j'ai ma poutre, enfin j'ai mes 2 poutres qui sont là. Voilà, un système de portance comme ceci. Alors ça fait 5 mètres, c'est pas vraiment à l'échelle mais on aura compris, 6 mètres. Voilà, alors, donc j'ai une toiture qui a un poids surfacique égal 0,06 décanewton par centimètre carré. Voilà. Alors, ce poids surfacique, eh bien, on me dit que toutes les surcharges sont comprises, donc cette fois-ci, je ne dois pas rajouter de surcharge d'exploitation. Et donc, ici, je peux directement considérer que le système est symétrique. Hein, donc oui, hein, ça se voit directement. Hein, si je mets un axe au milieu de ma toiture, je vois bien que le côté gauche égale le côté droit. Donc ici, pour ma poutre A, ma poutre AB, eh bien, il doit porter cette surface-là de toiture qui a une largeur, la moitié de 5 mètres, donc 2,5 mètres. Voilà, donc je dois ramener ça sur le long de ma poutre. Donc, mon poids linéaire est égal à 0,06 décanewton. Alors, ici, j'avais converti en centimètres et je ne le refais plus. Donc, décanewton par centimètre carré fois 250 centimètres. Voilà. C'est égal à 15 décanewton par centimètre. Voilà. Donc on a bien les carrés qui s'annulent avec les centimètres. Ok. Donc on a bien un poids linéaire qui se fait le long de la poutre ici, en multipliant par la largeur de mon plancher. Ok. Alors, une fois que j'ai ça, eh bien, attention, ce qu'on a là, donc c'est un résultat positif qui correspond à la réaction de la poutre sur la toiture. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la charge ici négative. Voilà. Donc la charge sur la poutre. Et à ça, je dois rajouter le poids de la poutre. Ok. Le poids de la poutre, eh bien, si je fais un petit schéma de ma poutre, hop,
je sais qu'elle fait 6 mètres de long, donc 600 cm, pardon. Hop, on travaille en centimètres. Alors, je sais aussi qu'elle a une hauteur de 90 cm et qu'elle a une base qui est la même que celle de la colonne qui vaut 30 cm. Et on me dit que son poids volumique, il est identique aussi à la colonne et à la semelle. Son poids volumique est égal à 0,0025 décanewtons par centimètre cube. Ok, alors, je veux sa charge linéaire, donc je vais prendre poids linéaire, donc ça c'était de la toiture, c'était une vue en plan, et donc là on veut le poids linéaire de la poutre. Le poids linéaire de la poutre, eh bien, c'est le poids volumique de 0,025, il manque un 0, 25 décanewtons par centimètre cube, multiplié par sa section, donc ici 0,3, non, j'ai trop l'habitude de travailler en mètres, et voilà. Alors donc 30 cm fois 90 cm, voilà. Donc ici les centimètres s'annulent avec le cube et ça nous fait un résultat de 6,75 décanewtons par centimètre. Voilà. Alors, même chose que pour la colonne. Donc ici, on a un résultat positif, mais la charge va bien vers le bas. On pense bien à changer le signe. Et donc, on va avoir ici une charge linéaire totale qui est donc égale à la charge linéaire de la toiture, donc moins 15 décanewtons par centimètre, moins la charge de la poutre, donc moins 6,75 décanewtons par centimètre, ça nous fait moins 21,75 décanewtons par centimètre. Donc ça, c'est la charge linéaire de la toiture plus la poutre. Voilà, donc c'est la charge qui se fait ici tout le long. Et maintenant, je veux savoir quels sont les poids qui vont s'appliquer sur mes colonnes. Donc, je vais faire une élévation de cette vue-ci. Hop, élévation. Donc, j'ai ma charge répartie qui vaut donc moins 21,75 décanewtons par centimètre. Alors, j'ai mes deux forces de réaction qui correspondent à mes deux colonnes, donc RAY et RBY. Moi, ce qui m'intéresse, c'est RAY qui va tomber donc sur ma semelle A. Et pour trouver RAY, je vais chercher la résultante R, qui est donc égale, en sachant que ma poutre a une longueur de 6 mètres. Donc ça me fait moins 21,75 décanewtons par centimètre. Voilà, donc 6 mètres, c'est veut dire 600 cm. Voilà. Multiplié par 600 cm. Et donc ça nous fait un total de moins 13 050 décanewtons. Voilà, donc les centimètres se sont annulés avec les centimètres. Voilà, donc on a une résultante de moins 13 050 décanewtons. Alors, est-ce que mon système est symétrique, qui pourrait me permettre de ne pas devoir faire de DCL?
Ici, oui, si je trace hop, un axe au milieu de mon système, eh bien, à gauche et à droite, eh bien, j'ai la même chose. Donc, oui. Je peux donc dire que RAY est égal à 13 050 décanewtons divisé par 2. Alors ici, je vais garder le moins, comme ça j'ai directement la charge. Et donc ça, c'est égal à 6525 décanewtons, moins 6525. Donc là, j'ai directement la charge qui s'applique sur la colonne. Donc charge négative vers le bas. Voilà. Hop. Donc ça, c'est pour la charge qui s'applique sur la colonne. Hop. Donc charge ponctuelle sur la colonne A. Ok, alors, à ça, je dois rajouter un quatrième point, qui est le poids de la colonne. Donc la colonne, hop, un petit schéma rapide. Alors, la colonne, je sais qu'elle a une hauteur de 300 cm, et je sais qu'elle a des bases, une base carrée de 30 cm x 30 cm. Voilà. Et je connais son poids volumique, c'est le même que celui de la poutre, équivalait 0,0025 décanewtons par centimètre cube. Voilà. Ok. Alors, si j'ai le volume, j'ai le poids volumique, c'est facile de trouver le poids ponctuel de la colonne, qui est donc égal au poids volumique fois le volume de la colonne, donc 30 cm, fois 30 cm, fois 300 cm. Donc les centimètres s'annulent entre eux avec les centimètres cubes. Et ça nous fait un total de 675 décanewtons. Alors, même chose, donc ici, ça correspond à la réaction de la semelle sur la colonne, donc c'est une réaction qui va vers le haut. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le poids qui va vers le bas, donc je n'oublie pas le signe négatif qui se trouve donc devant. Voilà, donc ça c'est poids de la colonne, poids ponctuel de la colonne. Voilà. Alors, je ne l'additionne pas encore tout de suite à la charge qui est juste au-dessus, qui est provoquée par la toiture et la poutre, tout simplement parce que je vais aussi devoir calculer le poids ponctuel de la semelle, et donc je vais additionner à ce moment-là les trois ensemble, donc d'un coup. Hop. Alors, donc 5, la semelle. Voilà, donc calculer le poids ponctuel de la semelle, c'est pas plus compliqué que pour la colonne. Donc ici pour la semelle, alors peut-être un petit peu plus compliqué parce que ici j'ai des inconnus qui commencent à s'introduire dans mon système. Donc je sais que ma semelle, elle a une largeur XX des deux côtés et une hauteur de 20 cm. Pour un poids volumique qui est égal à 0,0025 décanewtons par centimètre cube. Voilà. Donc comme pour la colonne, je vais prendre donc le poids de la semelle est égal au poids volumique de 0,025 décanewtons par centimètre cube est égal au volume de tout ça, donc x centimètres fois x centimètres fois 20 cm. Alors les centimètres s'annulent entre eux avec les centimètres cubes. Et donc ça nous fait 0,05 x carré décanewtons.
Voilà, ça c'est le poids ponctuel de la semelle. Voilà, donc c'est peut-être un petit peu perturbant parce qu'on commence à voir des inconnus qui se mettent dans notre calcul, mais c'est justement ce qu'on essaye de chercher. Donc on essaye de chercher la largeur de la semelle qui est ici en la mettant dans notre calcul et après on essaiera de l'isoler pour trouver son résultat. Ok, alors, donc j'ai le poids de ma semelle et maintenant, eh bien, je vais calculer le poids ponctuel total, qui est donc égal à la charge ponctuelle de la toiture et de la poutre sur la colonne A, donc c'est-à-dire moins 6525 décanewtons. Oui, ici d'ailleurs, je dois rajouter un moins ici aussi pour la semelle, parce que là aussi, on a calculé la réaction vers le haut, mais on a un poids qui va vers le bas, donc qui est négatif. Donc, moins 6525. Pour la colonne, on fait moins 675. Et pour la semelle, on fait moins 0,05 x carré décanewtons. Et donc, c'est égal à moins 0,05 x carré décanewtons moins 7200 décanewtons. Voilà. Donc, on ne sait pas additionner encore les deux ensemble, hein, vu qu'il y en a un avec une inconnue x carré et l'autre sans inconnue. Voilà. Mais en tout cas, on sait que ça, c'est le poids ponctuel total. Ok. Alors, ça veut dire que si je reprends ma formule de départ, qui est donc capacité portante du sol doit être plus grand ou égal au poids ponctuel du bâtiment. Donc, le poids ponctuel du bâtiment, c'est ça. Ok. Alors, ici, la capacité portante du sol, je la connais, hein, c'est donné dans l'énoncé. On me dit que la capacité portante du sol égale 2 décanewtons par centimètre carré. Donc ça, c'est pas trop compliqué. Maintenant, ce qui me manque dans ma formule, c'est la surface sous la semelle. Donc ça, je vais calculer. 6 surface sous la semelle. Alors, la surface sous la semelle, ben, je vois la semelle qui est encore là. Donc, la surface sous la semelle, c'est donc S égale X fois X, donc X carré. Voilà. Donc ça, c'est la surface sous la semelle. Ok, ben, j'ai la capacité portante du sol, j'ai le poids ponctuel du bâtiment, j'ai la surface sous la semelle. Ben, je peux appliquer ma formule pour avoir une équation. Hops. Donc, je sais que la capacité portante du sol, donc 2 décanewtons par centimètre carré, est égale au poids ponctuel du bâtiment, donc moins 0,05 x carré, je vais mettre ça entre parenthèses, moins 7200, et tout ça c'est en décanewtons, sur x carré, donc ça c'est des centimètres carrés, hein, vu que c'est des centimètres fois des centimètres, hein, x carré sur centimètre carré, voilà. Ok, alors maintenant que j'ai cette équation-ci, comment je fais pour isoler x? Alors la première chose à faire, c'est que je veux me débarrasser de la fraction. Donc tout ça, je vais le passer ici. Donc ça va me faire 2 fois x carré. Donc 2x carré, donc 2 décanewtons par centimètre carré
multiplié par x carré centimètre carré. Ben, les centimètres carrés ici s'annulent entre eux. Donc il me reste des décanewtons évidemment. Ops est égal à moins 0,05 x carré moins 7200 décanewtons. Ok. Alors, maintenant, comment je fais pour me débarrasser, eh bien, pour isoler x carré, cette fois-ci, je dois prendre ce terme-ci et le passer de l'autre côté. Comme ça, j'ai tous mes x carrés d'un côté et tous mes non x carrés de l'autre. Donc, ça me fait 2x carré moins 0,05 x carré. Non, plus parce que j'ai changé de côté. Est égal à moins 7200. Voilà. Donc j'ai bien tous les x carrés d'un côté et tous les non x carrés de l'autre. Je fais mon calcul. Ça me fait 2,05 x carré est égal à 7200. Ok, on commence à voir un peu plus clair. Je veux vraiment avoir x carré qui est tout seul, donc mon 2,05, je vais le passer ici en dessous, pour avoir x carré est égal à 7200 divisé par 2,05. Ça me fait donc 3512,195. Voilà. OK. Ensuite, je fais la racine carrée de ça. Donc, x égale la racine carrée de 3512,195. Et donc, c'est égal à 59,3 cm. Voilà. Et donc ça, c'est la largeur minimum qu'on peut se permettre si on a une capacité portante du sol qui vaut 2 décanewtons par centimètre carré. Voilà. Alors, dans la pratique, eh bien, évidemment, on ne va pas commander une semelle de 59,3 cm. Donc ça, c'est le minimum qu'on peut se permettre. Donc, on va aller vers la valeur supérieure. Donc, la valeur standard supérieure, ce serait 60 cm, par exemple. Et donc, voilà. Attention, hein, imaginons que les valeurs standards, si les valeurs standards hein, on va imaginer les valeurs standards, il y a il y a 50 cm où on vous propose 80 cm. Voilà. Si on vous propose ces deux valeurs-là, donc 50 ou 80 cm, avec la valeur qu'on a trouvée ici, il ne faut pas oublier que cette valeur-ci, eh bien, c'est vraiment le minimum qu'on peut se permettre. Donc, on ne va pas arrondir donc, de 59,3 à 50, hein, parce que 50, ce n'est pas assez. Et on est obligé de prendre une semelle de 80, donc qui est la valeur supérieure dans les valeurs standards. Voilà.